Radioscopie. Salvador Dali. Jacques Chancel. Parce que Salvador Dali n'est pas un personnage comme les autres, cette nouvelle radioscopie sera tout à fait différente, moins logique que les précédentes, très farfelue. Je me suis refusé à entrer dans le jeu de ce peintre que je trouve génial, mais dont les facéties ne m'amusent plus. Je le place trop haut pour le voir tomber si bas. Salvador Dali, noblesse oblige, mène grand train dans son palais parisien. Un hôtel de la rue de Rivoli, son royaume, c'est sa chambre, ses amis se prennent trop pour des courtisans, ses admirateurs n'ont plus le temps d'être ses amis. L'homme peut paraître drôle. Il est généreux, fantasque, hors du monde, et je l'ai retrouvé banderie aux cheveux, enveloppé dans une magnifique tunique de brocart, appuyé sur une canne à pommeau d'or, toujours à la recherche de son personnage. Entre 2 appels téléphoniques, 10 recommandations à ses gens, il les appelle ainsi, sans pirouette, nous avons parlé, et je puis vous l'assurer, sans la moindre intimité. Le divin Dali a une passion certaine pour le bruit, les effets de cours, les sautes de tonalité, et les grandes compagnies. Il s'en explique d'ailleurs avec la plus parfaite bonne foi. Enfin, de toute façon, il n'y a même pas 2 minutes, il y aura des bruits, des gens qui rentrent, qui sortent, et aucun de vous pourra se plaindre sans raison. Bon, ça c'est un courrier, c'est un monsieur qui, justement, ça m'envoie un chèque. On recevait un chèque de $20 000, ça c'est bien. C'est à 13 heures, 12 heures, enfin, qu'est-ce que c'est, 13 heures, c'est quoi? 13 heures, c'est 1 heure de l'après-midi. Alors peut-être vous aurez la chance de voir la livraison de ce chèque. Enfin, $20 000, ça fait 10 millions d'anciens francs. Oui, mais ce n'est rien à côté du prix qu'il vient d'obtenir. Le grand tableau que vous connaissez, enfin que c'est pas grand en plus, moyen, et peut-être plus petit que moyen, de Velázquez, que c'est le plus grand génie de la peinture espagnole, qui a fait exactement à peu près 6 millions de dollars aux enchères il y a quelques jours. Et justement, on m'a demandé dernièrement quelle était la différence entre la photographie, enfin, la meilleure photographie qu'on puisse faire, et un tableau à l'huile. Et moi, j'ai répondu que la différence est très facile à calculer. C'est une différence de 6 millions de dollars. À plus forte raison qu'il s'agit d'une photographie ultra rétrograde, ultra pompier, et que vraiment, si ce garçon-là, qui est en train de me photographier, avec mes postiches et mes choses, tout ça, si ce garçon-là aurait fait la photographie du même angle que Velázquez avait peint ce personnage, il se peut que la photographie aurait été beaucoup mieux que le tableau. Du point de vue qu'on aurait vu plus les cils, les poils, en fait, ça aurait été encore beaucoup plus réaliste du point de vue de tout le monde. Donc voilà le mystère. Pourquoi une photographie ne vaut rien et ce pauvre garçon, il est réduit à être photographe, donc il gagne très très peu, surtout à côté de moi, à côté de Velázquez. Et pourquoi un monsieur avec quelques poils au bout d'un pinceau et de la terre, en faisant une chose qui est, pour la plupart des mortels, absolument identique, arrive au prix de 6 millions. Ce qui n'est rien à côté des avions de bombardement. Parce que 2 avions de bombardement coûtent plus que le Velázquez. Salvador Dali, je n'ai pas l'intention de vous découvrir, encore moins de vous révéler, mais vous ne trouvez pas que votre génie, parce que vous avez du génie, vous êtes pour moi un peintre génial, n'est pas un peu barbouillé par la publicité? Ah, c'est plutôt exactement le contraire. Parce que tous ceux qui m'interrogent, comme qu'ils sont, comme vous l'êtes probablement, des débiles mentaux, chaque fois qu'ils posent une question, ils se foutent dans le pétrin.
c'est le contraire. Si vous observez autour de moi, vous remarquerez que c'est la publicité qui est totalement barbouillée par moi. Vous n'êtes pas ridicule. Écoutez, je fais tout ce que je peux pour l'être, puisque vraiment, il n'y a rien de plus... Tous les êtres les plus sublimes ont été ridicules, à commencer par Diogène, Adolf Hitler, qui était un grand personnage, il était aussi ridicule. Moi, je tâche de l'être et je n'y réussis pas. Mais nous ne sommes pas là où nous allons. Parce que maintenant, avec, au lieu de 2 moustaches, comme j'ai maintenant, j'en ai fait 4. C'est-à-dire, j'insiste, 2 boucles de chaque côté. Enfin, je commence à me préparer pour enfin déclencher ce sentiment de ridicule qui est la constante tragique de l'histoire. Quand vous allez voir dans l'art moderne l'histoire du costume, vous verrez que les costumes qui paraissent les plus ridicules sont ceux qui marquent le plus une époque et ceux qui resteront ancrés dans les circuits imprimés des cerveaux de l'histoire contemporaine avec le plus de puissance paranoïaque critique. Salvador Dali, qu'est-ce que c'est un clown? Un clown, c'est vous. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui fait rigoler chaque fois qu'il pose une question. Bien sûr, cela vous gêne, vous étonne, vous agace que l'on n'entre pas dans votre jeu. Les clowns, pour vous, ce sont les autres. Et parce que vous regardez trop, vous ne vous reconnaissez plus. Mais revenons à votre royaume. Vous avez vos courtisans? Mais ça, c'est des courtisans de assez mauvaise qualité, parce que moi, j'aimerais avoir des courtisans de grands styles, et j'ai des courtisans qui sont tout simplement des arrivistes. Tous mes amis se collent à moi uniquement pour avoir un peu de succès, parce qu'on dit, si on est avec Dali, peut-être que je risque de sortir dans une photo. Ou enfin, c'est toujours... tous les gens qui m'approchent sont des arrivistes, parce qu'en sachant qu'en venant me voir, leurs trucs, leurs photographies, leurs disques risquent de se vendre un peu. Ce qui n'est pas vrai, parce que la plupart des gens qui m'approchent, après, il leur arrive ce qu'il est arrivé à Jules Breiner, celui qui n'a pas de cheveux, à beaucoup d'autres. Ils viennent m'approcher, après ils perdent, en américain ça s'appelle perdre leur job. C'est-à-dire ils viennent avec l'illusion de faire un grand succès, après on leur fout à la porte de là où ils sont employés. Mais pour le moins, très souvent, après m'avoir connu quelque temps, tous ils perdent leur situation de là où ils se trouvent. Entrez! Voulez-vous, cher photographe, ouvrir la porte? Parce que je crois qu'il y a un monsieur qui est en détresse. Le cirque Dali continue, des photographes, il veut aussi faire ses courtisans, son téléphone, ses états d'âme sont publics. Dali toujours en plein délire, essayons de reprendre ce drôle d'entretien. Salvador Dali, est-ce que vous vous rappelez votre jeunesse? Ah, mais pas la jeunesse, parce que la jeunesse c'est trop récent, mais je me souviens toujours de ma période intra-utérine. C'est-à-dire pas les 9 mois que j'ai passés à l'intérieur du ventre de ma mère, mais surtout du dernier mois, duquel je garde des souvenirs absolument lucides et optiques, et qui m'ont été d'ailleurs confirmés par Sigmund Freud, qui m'a dit, n'en doutez pas, toutes ces images proviennent de votre période intra-utérine. Il a ses mots, ses expressions, son génie et aussi ses mauvais génies. Il ne veut pas parler de sa propre jeunesse, il la cache derrière son habituel monde de facéties, mais, et je fais référence au disque qu'il a enregistré pour le commerce, il aime à parler de la jeunesse des autres. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse totalement sacrifiée, à cause qu'il s'est donné aux drogues. Alors évidemment, les gens qui se droguent ne peuvent plus fonctionner. Alors la jeunesse est devenue hippie, et comme qu'il ne sait pas où se diriger, il se drogue. Il s'en va à Katmandou, et dans tous ces endroits, il n'y a rien à gratter. C'est pour ça qu'avec mon ami John Lennon, je prépare un pèlerinage pour intégrer de nouveau la jeunesse à Santiago de Compostela. Salvador Dali, se moquer des autres, c'est les considérer comme des bouffons? Jamais je me suis moqué de qui que ce soit. Je suis un personnage dans la grande tradition tragique
espagnol dans la ligne de Philippe II ou de Charles Quint. Uniquement, j'aime beaucoup être entouré de crétins mous, avec des grosses têtes hydrocéphales, habillés en dentelle, avec la bouche qui ne peut pas se fermer, donc ils bavent, comme sont peints dans tous les tableaux de Velázquez et comme les rois d'Espagne avaient l'habitude de se procurer, parce que ces genres de crétins sont très supérieurs à vous tous, à la société de consommation, et de temps en temps, ils peuvent dire des choses sublimes, parce que leur tête, ayant beaucoup plus de liquide que celle des communs des mortels, est plus en rapport avec le cosmos. C'est pour ça que les rois leur permettaient de dire tout ce qui leur passait par leur tête molle et hydrocéphale. Salvador Dali, je connais la seule différence qu'il y a entre un fou et vous, c'est que vous n'êtes pas fou. Ça, c'est une chose qui a été copiée de moi. Vous savez, quand on cite exactement des choses que je dis, alors ça ne rate jamais, c'est bon. Vous le dites d'ailleurs dans votre disque. Je ne vais pas parler des disques parce qu'on aurait l'idée que je fasse la réclame d'un disque, ce qui rentrerait alors dans cette société de consommation que je déteste étant anarchiste et monarchiste. Comment peut-on être à la fois anarchiste et monarchiste? C'est être anti-bourgeois? C'est exactement anti-bourgeois. Je suis un traître à ma classe d'origine qui était la bourgeoisie pour me passer à l'aristocratie, voyant que les autres types de sociétés qu'on a essayés, comme le communisme par exemple, ils ont abouti à un esprit beaucoup plus bourgeois que celui qui existe par exemple en France. Vous croyez, Salvador Dali, qu'il y aura un jour en France et en Espagne une monarchie? Presque c'est un pléonasme, puisque vous savez déjà que le généralissimo Franco a instauré de fait la monarchie en Espagne. Avec Don Juan, oui. Avec Juan Carlos, notre prince Juan Carlos, et naturellement tout le reste de l'Europe va suivre inéluctablement le même exemple à cause de l'architecture. Parce que comme vous savez très bien, l'architecture de Ledoux et Boulay avait été décapitée par la Révolution française, et c'était l'architecture monarchique par excellence, puisque c'était à base de coupoles et totalement sphérique. Et maintenant, nous avons l'honneur en Espagne d'avoir le plus jeune de tous les architectes qui s'appelle Emilio Piñero et qui vient de réaliser la coupole du musée d'Alia Figueras. Et l'exemple de Piñero doit être suivi par toute l'Europe, dont nous aurons une Europe monarchique, au fond le rêve du général de Gaulle quand il parlait de l'Europe des patries qui devait s'extendre jusqu'à l'Ural. Parce que la patrie, d'après la science, pas d'après la phraséologie de tous les jours, n'est pas autre chose que la vraie structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique. Salvador Dali aime les applaudissements, il exige même qu'on l'applaudisse. Ses courtisans sont d'ailleurs là pour ça. Alors pourquoi ne pas y aller de son petit bravo? De toute manière, ça fait du bruit. Mais poursuivons, enfin, si cela est possible du moins, notre entretien, Salvador Dali. L'Espagne a Juan Carlos, son prince. Est-ce que la France peut avoir son roi? Ah, ça, c'est les spécialistes génétiques qui vont résoudre ces questions. Je sais que, par exemple, une des monarchies qui va être instaurée après l'Espagne, c'est pas du tout la France, ça va être la Roumanie. Justement parce que la Roumanie, c'est l'invention d'un monsieur de Séville, d'un Andalou, qui s'appelait rien de moins que l'empereur Trajan, et lequel, en conquérant la Dacia, a inventé la Roumanie et l'a remplie d'Andalou. Et déjà, la Roumanie est l'unique république socialiste, communiste, qui avait eu pendant 1 an et demi le roi Michel dans le trône. Donc il y a déjà un antécédent d'un pays qui était communiste avec un roi.
et il doit retourner pour la continuation du régime socialiste en Roumanie et pour garder les distances avec les Slaves. L'unique solution historique, c'est d'établir un régime héréditaire qui sauvegarde les conquêtes du communisme en Roumanie. Salvador Dalí, la bourgeoisie, et vous l'avez dit, a fait la Révolution française. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse a été sacrifiée par la classe ouvrière? Ah, mais ça c'est... la jeunesse a été trahie par la classe ouvrière parce que la classe ouvrière est très bourgeoise, a devenu plus bourgeoise que les bourgeois, comme vous le savez très bien. Alors quand il y a eu la Révolution de mai, tout simplement, les syndicats et les ouvriers ont profité de cet élan qui avait c'était une espèce de résumé des points de vue des surréalistes, de l'époque surréaliste. Il a profité de cet élan de la jeunesse pour avoir certains petits avantages d'ordre économique, donc pour devenir un peu plus bourgeois. Vous travaillez beaucoup, maître? En ce moment, j'ai décidé surtout de gagner le plus d'argent possible, parce que comme que je fonctionne à l'envers de la plupart du monde, je trouve que c'est beaucoup plus pratique de gagner de l'argent pour pouvoir travailler, que c'est le contraire de tout le monde. Presque vous tous, vous travaillez pour gagner de l'argent. Tandis que moi, je gagne le plus d'argent que je peux pour après pouvoir travailler. C'est-à-dire, je fais un disque, je sors pour le chocolat Lanvin, pour une compagnie d'aviation que jamais je vole pendant 3 minutes. On me paye et après, avec cet argent que je tire légitimement de la société de consommation, je peux me permettre, si je veux, de passer 3 ans à faire un petit tableau. Combien vaut Salvador Dalí aujourd'hui? Ah, ça c'est incalculable. C'est pas mon spécialité, d'ailleurs je ne sais pas du tout même le nom de ma banque ni de rien. Je sais qu'il y a de l'argent qui arrive constamment, comme une espèce de diarrhée qui tombe du ciel, et ça me donne beaucoup de satisfaction, surtout au moment de m'endormir. Mais ça, je ne sais pas du tout. Je sais que ça va très bien, que tous les jours j'ai plus d'argent, c'est tout. Mais pas de chiffres, j'ai aucune idée. Où êtes-vous le mieux? En France, en Amérique, en Espagne? Comme que j'ai l'habitude d'être toujours accompagné de Salvador Dalí, alors là où il y a Dalí, c'est là où je suis le mieux. Qui est-ce, Salvador Dalí? Ah, ça, il faut le demander à M. Simon. Alors, M. Simon, venez me dire qui est M. Salvador Dalí. Puisqu'il est là. Approchez-vous. Le personnage le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré. Écoutez, avec tout ce que ça non, comporte. mais c'est très bien. Avec tout ce que ça comporte. Mais justement, ça comporte quoi? Ça comporte le génie, la générosité, la gentillesse, la grandeur d'âme et surtout un immense talent. D'accord, Salvador Dalí? Enfin, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que gentil, zéro. Enfin, en tout cas, je tâche de ne pas être gentil. Enfin, le talent, évidemment, non plus, parce que c'est plus que le talent. C'est le génie total, mais avec un petit talent. Avec un petit talent, quand même, pour la peinture. Parce que malgré que je considère que je suis assez mauvais peintre, comparé à Velázquez, à tout, Raphaël, Vermeer, tous les grands peintres de la Renaissance, quand même, modestement, je dois dire que je suis le meilleur de tous les peintres vivants, mais pas parce que je suis tellement bien, uniquement parce que les autres sont beaucoup pires. Les autres sont tellement mauvais qu'évidemment, même si on a un peu de talent, déjà, ça se remarque. Il a dit talent, vous avez dit génie, je suis d'accord pour le génie, mais il a encore ajouté générosité, grandeur d'âme. Ça, ce sont des qualités humaines. Grandeur d'âme, je crois que c'est à étudier parce que nous ne savons pas les dimensions des âmes et on ne sait pas si l'âme, quand il se rétrécit, a plus de densité que quand il est épanoui. Par exemple, dans le cas de Dieu, l'âme de Dieu, il est presque inexistante, il est toute petite, à cause de sa densité, c'est normal. Maintenant, générosité, ça, il se peut que
de même qu'au point de vue économique, jamais je suis capable de donner de l'argent à qui le demande, même s'il crève de faim, parce que ce serait contre mes principes moraux. Je suis vraiment très généreux, par exemple, de vous avoir tous vous ici assis et vous donner comme si je sortais mon sein de nourrice et vous donner à téter des idées, des choses qui valent vraiment des millions et qui pourraient vous alimenter pour tout le reste de votre vie. À ce point de vue, oui. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont amusé pendant une année leurs contemporains, mais moi, il y a au moins 50 ans que tous les jours et toutes les heures, j'amuse mes contemporains. Alors de nouveau, bravo, bravo. Salvador Dali, dans cette petite seconde, vous retrouvez votre lucidité, merci. Le clown triste sait enfin s'amuser. Je dois le dire, un clown immensément riche. Au fait, quel est votre prix, Salvador Dali? Ah, je dis qu'il monte, mais on ne peut pas l'établir. Et depuis la vente de Velázquez, alors j'ai établi que mon prochain tableau doit valoir au moins le même prix. C'est-à-dire, je ne le vendrai pas, sinon je ne le vendrai jamais, mais je mettrai le prix de 6 millions de dollars pour le portrait que j'ai commencé de Gala, que c'est l'être que j'aime le plus au monde et qui va être la protagoniste de cette œuvre puisqu'il va poser pour ce tableau. Donc, portrait de ma femme, légitime, que je vais encore rendre plus légitime puisque je vais me marier pour la deuxième fois avec la même femme, avec le rite copte, puisque c'est possible, que c'est le rite chrétien le plus ancien qui existe. Et je profite de cette occasion pour déjà dire le prix du prochain tableau, 6 millions de dollars. Et celui qui ne veut pas l'acheter, qu'il ne l'achète pas. Tout le monde est libre. Salvador Dali, le Velázquez a été acheté en effet 6 millions de dollars, c'est-à-dire 3 milliards d'anciens francs, par Wildenstein. Vous serez également acheté par Wildenstein? Ah, moi, je crois qu'il est un très bon ami à moi, déjà. D'ailleurs, il a su le discours que j'ai fait à ce propos à Londres, et celui qui a fait un calcul en disant qu'il trouvait qu'il avait acheté très bon marché. Salvador Dali, vous connaissez bien vos défauts? Ah, j'en ai pas. Jamais je me suis trouvé le moindre défaut. En réfléchissant un peu. Premièrement, je ne réfléchis jamais. Parce que aussitôt que vous voyez un monsieur qui est en train de réfléchir, que c'est la pose caractéristique du penseur de Rodin, alors cette pose est beaucoup plus adéquate que pour penser. Salvador Dali, quels sont bien sûr après... Vous ne me voyez jamais comme ça en train de jamais. Quels sont après vous, Salvador, les grands peintres? Ah, il y en a trois. Il y a Vermeer, de Delve, Velázquez et Raphaël. Mais les contemporains? Ah, les contemporains, le meilleur c'est moi, sans aucune espèce de doute. Et après, pas en tant que peintre, mais en tant qu'idée, bouillonnement, inquiétude, c'est encore mon compatriote Picasso. Vous vous considérez comme un Don Juan? Non, je suis plutôt la Célestina. L'autre jour, j'ai voulu être jeune fille, femme plutôt. Vous savez, quand j'étais petit, je voulais être cuisinière, pas cuisinière, cuisinière. Et vous connaissez ce qui est la Célestina, c'est une espèce de maquerelle sublime qui met en rapport les êtres les uns avec les autres et crée des passions entre eux. Mais moi-même, comme que je suis de plus en plus chaste, je m'occupe uniquement de mettre en rapport, d'allumer des passions autour de moi. Salvador Dali, vous avez le net sentiment d'avoir bien construit votre vie, d'être arrivé là où vous vouliez aller? Ah, ça, c'est pas encore atteint, puisque mon idéal, ça serait d'arriver à être Dali. Et je m'y approche, mais c'est très compliqué, parce que c'est un être tellement sublime que je ne sais pas si je vais y atteindre. Dali sera-t-il plus grand après sa mort? Je crois que non, parce que d'après mes calculs, je suis en train maintenant de réaliser des choses que après la mort vont diminuer, parce qu'il dira il n'a pas pu les continuer. Enfin, on va beaucoup regretter. Est-ce qu'il y a comme une mesure entre la folie et le génie? Ça, nous en avons déjà parlé. Une fois quand je suis fou, pas fou, tout ça, l'unique différence. C'est déjà
Bonne mémoire. Ah oui. La folie a-t-elle pour prolongement le génie ou inversement? Vous n'aimez pas vous attarder sur ce parallèle. Il vous définit peut-être trop bien et vos silences doivent être considérés comme des aveux, Salvador Dali. Mais votre cinéma est remarquablement orchestré. Et j'ai lancé le mot cinéma. Est-ce que vous en avez fait? J'ai pas fait du cinéma, j'ai défait du cinéma. Parce que comme que je n'aime pas le cinéma, chaque fois que j'interviens, c'est pour le discréditer. Pour quelle raison? Parce que le cinéma, c'est un produit de consommation affreux, qui n'est pas même un art, et ça je l'ai démontré avec les films que j'ai faits, à un tel point que je prédis, ça encore, c'est une chose qui va épater beaucoup quand ça va se réaliser, que dans 5 ans, il n'y aura plus une salle de cinéma ouverte. Ça sera fini, complètement. Pour la simple raison que moi, j'allais beaucoup au cinéma. Il y a 15 ans, j'allais au cinéma presque tous les soirs. Pas parce que ça me plaisait, mais parce que Gala trouvait que c'était un bon moyen pour préparer le sommeil. C'est-à-dire qu'on commençait à s'endormir au cinéma, après on s'endormait mieux. Mais après, vraiment, je n'ai plus allé au cinéma, sauf quand il y a une première pour me faire photographier, enfin pour la question disons de mes charmants amis, pour leur rendre service et me rendre service moi-même en appareil, etc. Mais moi-même, jamais je prendrais un ticket pour rentrer dans une salle de cinéma. Alors donc, ce qui m'est arrivé à moi, de ne pas aller au cinéma, le jour que cette chose qui m'est arrivée à moi arrivera à tout le monde, puisque tout ce que moi je dis, ça arrive après, au bout de 15 ans, à tout le monde, alors on devra fermer le cinéma pour la simple raison que personne ira au cinéma. Alors le jour que personne veut prendre la place pour aller au cinéma, les cinémas sont fermés. Alors le cinéma, par quoi sera-t-il remplacé? Par le théâtre. Il y aura une renaissance de théâtre, c'est pour ça que j'écris en ce moment ma première grande tragédie érotique, en vers, dans le style de Corneille, parce que là c'est une forme approchant à l'art sublime, puisqu'il se lève un rideau, 3 coups, il se lève un rideau, et il se peut qu'il y ait un seul décor, toujours le même, et 3 personnages, comme c'est dans le cas, dans ma pièce, et toute l'émotion et tout dépend de ce qu'ils vont se dire. Et tout ce qu'ils vont se dire dépend exclusivement de ce qu'il aura passé par mon cerveau. Évidemment, il y a les interprètes, mais parfois on en peut en trouver des géniales. C'est pas aussi beau qu'un tableau, parce que le tableau, alors là, ça vous rentre par l'œil, ça sort par la pointe de votre pinceau, mais quand même, il y a une recrudescence de théâtre. Mais théâtre en vers, classique, et pas du tout avant-garde, comme j'ai vu dernièrement, vous allez au théâtre, et vous vous asseyez, il n'y a même pas de rideau. Alors là, c'est pas la peine. La première chose, c'est qu'il y a un rideau, qu'on lève le rideau, et qu'on parle en vers. Dans le théâtre, ça doit être tout des alexandrins. Salvador Dali, vous croyez à l'avenir du théâtre, vous devez donc être parfaitement joyeux de voir que Pierre Cardin a inventé un nouvel espace. Je suis très content, comme symptôme, qu'il y a des gens qui commencent à considérer que le théâtre doit persister et continuer à vivre, mais justement, j'étais très déçu quand je me suis trouvé que même chez M. Pierre Cardin, il n'y avait même pas de rideau. Il n'y avait même pas de rideau. Oui, il n'y avait même pas de rideau. Écoutez-moi, vous en aurez pour votre argent. Alors, qui vous êtes? Salvador Dali répond au téléphone, et vous l'aurez compris, il veut qu'on le sache. Alors ayons l'indiscrétion de l'écouter, puisqu'il nous en prie, et pour une fois, entrons dans son jeu. Dali, d'ailleurs, est pour la participation. Vous êtes... Ah, l'Express. Alors, écoutez. Est-ce que vous êtes déjà là? Alors, une question encore qu'il va écouter. Écoutez un moment, je réponds à une question. Dites-moi la prochaine. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour, Salvador Dali? Alors, l'amour doit être de nouveau l'amour courtois de la région Perpignan, Béziers, Narbonne et Toulouse. Merci, bonjour. Ça, c'est l'Express pour faire une table ronde. Bon, nous parlions de l'amour, Salvador Dali. Vous êtes capable d'aimer plusieurs fois?
Ah, moi, j'ai jamais aimé absolument personne. À part ma femme et moi, j'ai jamais aimé personne. C'est dur d'aimer Salvador Dali? C'est mou. Salvador Dali, quel est votre style de femme? Mon style de femme, c'est naturellement galant, il vaudra, comme je vous ai dit, 6 millions de dollars. Allô? Oui, c'est moi-même. Deuxième coup de fil, je m'attendais au pire. Je suis servi. Tout à l'heure, c'était un confrère. Cette fois-ci, c'est un organisateur de salle bien parisienne qui lui demande d'assister à une représentation de Libre sont les papillons, une pièce remarquablement adaptée par Raymond Castan. Alors faisons à Dali l'honneur de croire que son numéro est toujours passionnant. Libres sont les papillons. Enfin, moi, je suis contre la liberté, justement. Il y avait un monsieur, tout ça. Et après, vous savez, je vous dis que je connais la chose et je vous dis confidentiellement que les papillons ne sont jamais libres. Ne sont jamais libres parce qu'ils ont, d'après tous mes renseignements scientifiques, ils ont un besoin terrible de faire l'amour. Et alors, il faut qu'ils fassent tant de fois l'amour et sinon, ils meurent. Alors, vous imaginez que l'esclavage, si ça nous arrivait à moi, nous serions vraiment... Oui, et après, je suis aussi très contre les fêtes de charité. Malgré ça, si on m'envoie un très beau cadeau, je vais reconsidérer l'invitation. Alors, je vous salue. Je vous parle un peu littérairement parce que je suis en train de faire une émission dont vous voyez, vous restez immortalisé. Bonjour. Au revoir. Oui, je vous ai répondu. Un monsieur qui fait l'histoire des papillons, les papillons sont libres. Et c'est les gens qui doivent tout le temps faire l'amour, sinon ils crèvent. Alors vous imaginez quelle liberté, c'est la pire de toutes. Et après, je suis contre les choses de bienfaisance et de charité, à moins que j'y gagne, comme ça m'arrive très souvent, parce que je leur mets des conditions telles qu'ils m'envoient des cadeaux pour que j'y aille, donc c'est très bien, c'est très bien. Encore voilà, je crois que le téléphone va tout résoudre maintenant. Très demandé. Hein? Allô? Ah, ça, le capitaine Moore, il est là. Alors ça, plutôt, je vous passe, mais vous pouvez faire un fond de choses, je vous réponds. Allez-y. Parlez avec une certaine discrétion. Quelle est pour vous la meilleure prison? La meilleure prison, c'est celle que j'ai été à Girona. Parce que j'étais 2 mois et demi dans la prison de Girona, et c'est l'unique que je connais, à part celle de New York. Et celle de New York, vraiment, tout le monde vomissait sur moi. Alors ça dépassait toute mesure d'ignominie. Malgré ça, j'ai gardé aussi un bon souvenir de celle de New York. Vous prenez au sérieux Salvador Dali? Ça, c'est très difficile à savoir parce que très souvent, je dis des choses pour, soi-disant, avec de l'humour, pour épater les journalistes ou les gens de la radio et tout ça. Et après quelque temps, ces choses que je dis légèrement, je me rends compte que sont très importantes. D'autres, que je crois qu'elles sont excessivement importantes, après quelques mois, je vois qu'ils étaient des enfantillages. Vous êtes un personnage de télévision, déjà, physiquement. Ah, j'espère que ça va continuer, parce que déjà en Amérique, chaque fois que je fais la télévision, j'ai beaucoup de succès. Mais maintenant, je vais capitaliser cette possibilité-là. Vous aimeriez travailler pour la télévision? Ah non, l'unique fois que je l'ai fait, c'était avec M. Alberti. Jean-Christophe. Oui. Jean-Christophe, et vraiment c'était un désastre. Un désastre parce que, comme ils sont pleins de superstitions, ils m'ont fait perdre presque 15 jours. Vous imaginez, ces 15 jours, ce que j'aurais pu gagner si au lieu de faire la télévision, j'aurais fait des aquarelles. Je faisais des aquarelles, je peignais, mais toujours ils m'appelaient au moins 1 heure avant de ce que c'était nécessaire. Et j'ai recommandé à M. Aberti qu'il se fasse arranger les dents, parce qu'il a les dents dans un état déplorable, et c'est pour ça que tout ce qu'il fait est vraiment une catastrophe. Ce même garçon allant chez le dentiste 1 semaine, il pourrait s'améliorer beaucoup. Qui va succéder à Salvador Dali? À moi, et il n'y a pas de succession possible, sauf Pujols. Pujols, c'est le plus grand philosophe du monde, et comme il est tellement grand et important, personne ne le connaît naturellement.
En plus, il est mort. Donc c'est déjà très beau que quelqu'un qui est mort me succède. Mais c'est lui qui va me succéder parce que j'ai entrepris la publication complète de ses œuvres et c'est lui, et c'est pour ça que c'est le plus important de cette émission, d'annoncer que c'est la philosophie de Pujols qui va remplacer pour la jeunesse d'aujourd'hui, enfin pas d'aujourd'hui parce que là il est déjà sacrifié, la prochaine jeunesse, la philosophie de cette vieille et horrible tortue qui s'appelle le docteur Marcus, qui a fait une abominable tout à l'égout de marxisme et de freudisme. Donc c'est Pujols, le plus grand philosophe que je suis en train de mettre au jour, qui va succéder à la pensée de votre humble serviteur Salvador Dalí. Merci, maître.